Parce qu'avec avec Paquito, il a été le commissaire de cette exposition extraordinaire qui s'appelait Etauma. La première exposition qu'il fait au Miam, il fait une exposition pas de lui et pas de ses productions, il fait une exposition des gens qu'il aime, de l'histoire de graphisme underground japonais des années 60 à nos jours. Et moi j'avais envie que quand même il fallait que tu reviennes un peu faire revoir le reste. Le dernier cri, tu l'as créé il y a 25 ans. Vous étiez combien? Où et avec qui? Je l'ai créé à l'époque avec ma copine, Caroline Thury. Je l'ai créé qui est artiste aussi, hein? Ouais, je l'ai créé parce qu'on était à Paris et on essayait de trouver des éditeurs. C'était à l'époque où c'était le creux de la vague, il n'y avait plus rien. Et tu t'es après les Beaux-Arts, c'est quoi que tu avais fait? Ouais, moi j'ai fait du Beaux-Arts d'Angoulême, je voulais faire de la BD. Et après, je suis pas allé à la section de BD parce que ce que je faisais, c'était pas assez de BD pour la BD. Tu connais l'histoire. J'étais pas assez de l'art pour l'art, surtout la C'est rigolo parce que moi je croyais aussi que j'allais faire de la BD, puis après c'est trop encore plus strict que l'art. Bah oui, c'est comme support. C'est comme chez les curés, c'est pareil. Il y avait même des règles. Et alors après alors? Et donc après je suis allé à Paris, après je travaillais à des ateliers de sérigraphie. Donc ton premier atelier, tu avais déjà un atelier à Paris, donc, où tu l'as créé, où tu allais d'abord travailler dans un atelier? Je suis allé travailler à l'atelier, oui, où il y avait la part, l'association qui t'avait édité Croque-Mitaine, qui éditait Marbella, Burst, tout ça à l'époque. C'est là que j'ai vraiment pris le virus de la sérigraphie. Après j'ai été viré à cet atelier, après je faisais de la musique, et après j'ai trouvé dans un squat un atelier qui servait à rien. Et là j'ai commencé en banlieue parisienne, à Ris-sur-Rangis. Au Calais. Ça c'était en quelle année? C'était 93. 93, ok. Et là j'ai commencé le dernier cri là, en disant à tous les artistes que je connaissais qui gravitaient autour du regard moderne, venez, j'ai un atelier de sérigraphie. Et là on a fait le journal qui s'appelait Le Dernier Cri, qui a donné le nom à l'association. Mais au bout de 2 ans, j'ai été viré du squat et puis j'ai émigré à Marseille. En quelle année tu es installé à Marseille? 95, 96, je sais pas. Et là, il n'y avait pas la friche encore à cette époque. Si, c'était la friche. Ça existe. Ça faisait 2 ans que ça existait. Et tu as réussi à trouver dans la région la friche? Écoute, je n'arrivais pas à trouver d'endroit à Paris. Parce que c'est formidable, moi j'ai vécu 8 ans à Paris, il n'y avait rien pour moi, donc voilà. Et donc après là c'est la part, donc la part c'était une association, c'est la première association en France qui a édité en sérigraphie des artistes comme Charles Bernard, Caro, Marmeyer, Gary Potter, Guy Rosa. Donc Guy Rosa faisait partie du livre, c'était en 1985. Et moi quand je suis arrivé à Paris, je travaillais dans l'atelier où ils imprimaient ces images-là. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire de la sérigraphie. Donc c'est pour ça que je suis dans l'expo. En même temps, je suis seul au dernier cri, tu vois. Comme il n'y a plus d'emplois aidés pour les assos, comme j'ai pas de subvention pour payer les salaires, tu vois. La vente de tout ça, la distribution des bouquins, ça m'a permis de me payer le SMIC et de payer le loyer à la friche. Tu vois, c'est infernal. Donc, et est-ce que je vais te demander aussi, est-ce que ce genre de distribution très particulière que tu as pour tes éditions, est-ce que l'internet ça t'aide ou pas? Ah bien, moi je vends surtout sur internet. Donc ça a quand même beaucoup changé. Tu as connu aussi le moment où ça n'existait pas toi internet. Oui, j'ai connu le moment où il y avait des libraires, tu vois, des vrais libraires. Et des circuits parallèles dans le monde entier. Et des gens qui prenaient les trucs en physique, en vrai, qui les achetaient. C'est dingue. Moi, depuis qu'il y a la mondialisation, là, et l'Europe et tout ça, et comme je viens de parler à mon fils, j'ai jamais fait aussi peu d'expositions à l'étranger que depuis on te dit. C'est ça qui est fou. Donc là, par exemple, c'est Olivier Allman, lui aussi, c'est un sérigraphe qui vit à Paris, quelqu'un qui fait de la sérigraphie depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est French Foot, c'est un collectif. Là, il y a des vidéos qui montrent leur atelier, installé à Paris, et qui, pareil, un peu comme le dernier cri, invite des artistes du monde entier à réaliser des estampes dans leur lieu. Ça, c'est le KGB. Le KGB, c'est un atelier de sérigraphie très petit, c'est pour ça que ça s'appelle le KGB. Et eux, ils sont à Lille, et eux, ils développent surtout des livres avec des formes bizarres, des façonnages complètement singuliers. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans cette vitrine, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas un vrai éditeur, moi, toi, c'est pour ça que j'ai pas de distribution, c'est pour ça que tous ces trucs-là, ça me gonfle, parce que le seul principe de l'art, et tu le sais, de l'artiste, c'est de faire ce qu'on a envie, c'est de trouver... Et d'en vivre, c'est tout. Voilà, et les connexions, les gens que tu rencontres. Donc par exemple,
Moi, toi, si j'avais un distributeur, on me demanderait 6 mois ou 1 an à l'avance de savoir qu'est-ce que je vais sortir comme livre. Il faudrait que tu fasses la réunion des commerces. Mais en fait, moi je rencontre un jeune artiste, je fais son livre, on va faire un livre de Burns par exemple. Et tu n'as jamais été contacté par des éditeurs officiels, tout ça, pour ton travail à toi? Ouais, pas vraiment, non. Pas vraiment, mais c'est comme moi, remarque. Moi, je pense toujours qu'ils vont venir un jour me demander la réédition des 3 Rosa Magazine. Je me suis dit un jour Casterman va me demander, mais en fait, ils viennent pas, quoi. Oficina Arara, c'est un collectif basé à Porto, c'est des Portugais, donc qui eux aussi s'éditent eux-mêmes et éditent d'autres artistes. Donc quand vous ferez le tour de l'Expo, vous pouvez jouer après à voir quel artiste est édité par les différents ateliers, parce qu'il y a certains visuels qu'on reconnaît ou qui sont interprétés de manière différente. Comment ça se passe les trucs à l'étranger, toi? C'est pour ça que Par exemple, la première fois où je suis allé au Mexique, c'était il y a 10 ans, c'était à Mexico City, c'était un Chilien qui avait ouvert une galerie Vertigo à Mexico. Et là, on fait une expo avec les posters du dernier cri. Et là, je rencontre le docteur Lacra, tu vois, qui lui est à Oaxaca. Et moi, quand je me déplace avec les expos, tu vois, les posters, ils sont roulés ou je les envoie par la poste. C'est pas des originaux, tu vois. J'ai perdu les expos dans le monde, il y en a qui sont éparpillés. Oui, mais en même temps, c'est fait. Tu peux. En même temps, à la limite, que c'est une édition, tu peux faire ça. Il n'y a pas de problème de transport et d'assurance, c'est pour ça que les originaux. C'est cette économie-là, moi, qui m'intéresse aussi. Et donc, moi, j'ai fait comme ça. J'ai laissé des sérigraphies à Mexico et je sais pas, 3 ans après, d'un coup, il m'appelle, il me dit c'est bon, j'ai pu te payer ton billet, tu viens faire l'expo à Oaxaca. J'arrive, l'expo était déjà là, j'ai amené quelques trucs en plus. Et sur place, il y avait Fredox, on a peint les murs, on a fait comme ici, quoi. C'est petit, mais on a fait le truc. Et en fait, ils n'avaient pas d'atelier de sérigraphie. Et 2 ans après, j'ai monté une expo avec les Mexicains à Marseille. Et là, je suis retourné, et en fait, ils avaient monté un atelier de sérigraphie qui s'appelle El Oro Pelú. Donc celui-là, tu as été un peu l'instigateur, quoi. Par exemple, la maison d'édition de Lacra et de Camuñat, ça s'appelle El Oro Peludo. Qui c'est qui parle espagnol ici? Moi. Ça veut dire quoi, El Oro Peludo? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. El Oro Peludo. El Oro Peludo. Voilà, ça veut dire quoi? L'œil poilu. Mais en fait, ça veut dire le trou du cul pour le Mexicain. C'est une blague, voilà. Bon, ça à préciser quand même, c'est très important. Donc le dernier cri produit des livres et produit aussi des films. L'idée, c'est de permettre à des artistes underground, parce que la plupart sont quand même des artistes underground, c'est-à-dire le monde de la coalition, le monde de l'opposition, le monde de la survie avec ces images, de faire bouger ces images-là. En fait, tu as vidé ton garage, raconte-le ça. Et j'ai fait un fond bleu, un fond vert, j'ai mis des 20 titres pour tourner. Et maintenant, quand les gens viennent faire des livres, maintenant, s'ils veulent, ils peuvent faire des films. Genre, à une semaine, ils font bouger leurs trucs. Et après, on mélange. Et dans l'expo, du coup, tu vois, dans l'expo, il y a un truc vivant. Parce que je pense que maintenant, les gens, ils n'arrivent même plus à avoir des images fixes. Ils n'arrivent même plus à avoir des images dans des livres. Par contre, s'ils rentrent dans une expo qui est comme un art total, une espèce de vortex où tout est mélangé, et ils plongent dedans. Et là, d'un coup, ils redeviennent curieux pour les images qui ne bougent pas. Si ça bouge tellement autour, peut-être qu'ils vont regarder les livres à la fin. Oui, tu as raison, parce qu'en fait, les gens, ouvrir un livre, regarder la télé, c'est plus facile qu'ouvrir le livre. Et regarder ton téléphone. Non, mais tu as raison. Et donc, à terme, ce film, il fait combien maintenant, 10 minutes? Là, il fait 1h20. Et tu veux le faire un peu à l'infini? Moi, je veux le faire à l'infini, mais surtout, normalement, je le montre comme un spectacle. C'est une performance. Mais normalement, il y a de la musique. On le joue par-dessus. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais en tout cas, cette expo, par exemple, à Ouma, au Miami et à Marseille, c'est la première fois que ça arrivait avec tous ces artistes japonais, tu vois. Tout à fait, mondialement, mais je sais. C'est au Miami et à Marseille et pas ailleurs. Et j'en suis très fier. Et c'est pour ça que c'est important, les lieux comme le Miami. C'est pour ça que c'est important, d'autant plus que partout, tu vois bien, tout se resserre, les mentalités se resserrent, les cordons de la bourse. Oui, parce que c'est pas que les bourses, c'est aussi les gens, ils veulent plus prendre de risques. On n'a jamais vu autant d'expositions monographiques qu'elles sont au Mali, tu vois. L'autocensure. Là, c'est un Américain qui s'appelle Mastronberg. Lui, il fait des stickers, il fait des sérigraphies, il fait aussi des livres. Lui, il fait que son travail personnel, quoi.
C'est pas... Parce que je vais te raconter une histoire. Donc j'étais à cette réunion des musées, là, cette conférence, cette table ronde à laquelle j'ai participé, et dont les conservateurs, je ne dirais pas extraits là, commençaient à parler, ils étaient fascinés par les artistes qui ne voulaient pas exposer. Bon, déjà, c'était tous anglo-saxons, David Emmons, les mecs déjà, tu vois, et les mecs, il y en a un, en fait, qui, le musée, le Walker Hall Museum, lui proposait d'acheter sa pièce, qui sont des lucioles, tu vois, des pièces noires. Le mec, il a dit, oui, mais il me faut tout le musée. Le mec, il a dit, oui, tu as tout le musée. Et puis après, il a fait lui dit non. Ils étaient fascinés par ça. Une femme aussi artiste américaine qui a tout détruit son œuvre, enfin ce qui restait, parce qu'elle en a vendu quand même quelques-unes, tout détruit son œuvre, elle ne veut plus faire ni de rendez-vous, ni de rien. Ils étaient fascinés par... Et moi je suis allé, j'ai dit, mais ces artistes ils ne veulent plus travailler, ils ne travaillent plus. Oui. Nous c'est déjà difficile pour certains de trouver des lieux où s'exprimer, où faire des choses. Ceux qui ne veulent pas le faire, qui ne le fassent pas, mais ils sont fascinés par ça. Ils sont plus fascinés par l'idée du truc. Ouais, mais c'est le concept. L'idée. C'est le concept. C'est pas leur conceptuel, parce que leur conceptuel c'est un truc très précis, mais un art de bonne idée, et c'est tout se pose du champ, parce que le mec qui a dit, c'est ça le problème, parce que le premier mec qui a dit, bon j'arrête tout pour aller jouer aux échecs, c'est du champ à partir de là, c'est que de la redite, non? J'arrête tout pour partir en Syrie. Voilà, c'est de la redoute. Que de l'accomplissement de cérémonies de la chair, très de fête, et la machine de travail mobile. Mais toi, tu veux faire que, si tu veux plus faire des livres, mais si, je rigole. Qu'est-ce que tu préfères, faire des livres ou des expos ou des films? Là, en ce moment, j'aimerais faire des films, de la musique, ça m'a gavé de monter des expos, de faire commissaire de merde et de factotum. Là, ce qui me détend, c'est dessiner le soir et faire des films la journée en faisant du bruit, tu comprends? Mais moi aussi, hein, c'est pas d'être... moi je suis content d'être avec toi, mais c'est pas être ici qui me détend non plus. Où est-il caché, Fredox? Il est là, voilà. Allez, il va vous parler de son travail. Ici, voilà, bonjour, me voilà chez Fredox. Alors... Voilà, donc là, c'est le travail de Fredox. Le roi du collège. Non, ce mur-là. Donc, si vous pouvez poser des questions, il peut vous répondre tout de suite. Quelle question? Je ne sais pas, sinon derrière, donc c'est un des films d'animation qu'on a fait. Et comme par hasard, on tombe sur la séquence à Fredox. Eh oui, c'est bien fait. Dieu est une masturbation du monde. Et là, vous pouvez voir aussi la scène finale où Fredox découpe la bite, sa propre bite, et la donne. C'est bon. Il y en a plus, voilà. Il a des problèmes, hein. Donc voilà, donc c'est la salle rouge qui peut poser des problèmes à certaines personnes trop sensibles à la couleur rouge. Toi, en fait, dans un monde de rêve, pour toi, ce serait que tu aies un ou deux employés. Oh bah oui. Que le truc s'autofinance de manière à ce que tu puisses avoir un employé. Mais écoute, moi je vais te dire un truc, au mieux c'est pareil. Si je pouvais payer une ou deux personnes de plus, ce serait tranquille.